Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'ai souffert de ménopause précoce à 35 ans. On est en échec de remplir sa fonction de femme, donc c'est extrêmement douloureux. Une fois qu'on est au fond, il faut lever les yeux et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bon, on n'aura pas d'enfant, mais on a une famille, ça c'est sûr. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. C'est une maman qui est très protectrice. Elle a cette envie de redonner un petit peu, je pense, tout ce qu'elle a reçu. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle l'a transformé en quelque chose d'extrêmement positif pour les autres. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Stéphanie me rejoindra bientôt. Son parcours est de ceux qui interrogent le sens profond qu'on donne à sa vie. Après ses études, elle sacrifie tout à la haute finance où elle réussit une brillante carrière. Mais rapidement, le cynisme de ce monde l'assèche. À 32 ans, elle arrête tout et trouve le cran de changer de vie pour se lancer dans l'humanitaire. Un récit exceptionnel qu'elle s'apprête à me raconter aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. De même. Comment je vous appelle? Stéphanie, madame l'ambassadeur. Stéphanie, ça ira. C'est vrai? Oui. Bon, je suis ravi de vous voir. De même. Je vous sers un thé, un café? Un café volontiers, je veux bien. Merci. J'ai eu envie de vous rencontrer parce que votre parcours me paraît très inspirant. Vous acceptez cette idée? Elle me plaît beaucoup, j'aime bien cette idée. C'est quand même l'histoire d'une petite fille qui va grandir dans le 93, comme on dit, ça. en banlieue, des parents fonctionnaires, maman prof, papa dans la police, et puis qui va avoir 3 vies. Et c'est pas par hasard, parce que vous dites dès petite, en fait j'avais 3 vies. Oui. Vos parents rêvaient d'un garçon. Oui. Surtout mon papa, je crois. Voilà, il y a une petite fille qui va décéder Oui. après sa naissance. C'est ça, avant moi, donc ma grande sœur que j'ai jamais connue. Voilà, et donc la femme qui est en face de moi a été dans la finance au plus haut niveau, a été dans l'humanitaire au plus haut niveau, et dans quelques jours devient ambassadrice de France. Vous réalisez? Pour moi, c'est un rêve, un peu. Moi, je suis contente de ma vie. Si ça s'arrêtait demain, je regarderais en me disant, c'est super. Moi, si on m'avait dit, il y a 2-3 ans, j'allais être ambassadrice, j'aurais dit, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, mais tu plaisantes. Parce que c'est vrai, je suis pas du tout programmée pour ces vies-là, mais je les ai construites au fur et à mesure, avec du travail, de l'envie, du cœur, de l'engagement aussi. Bon, et ce qu'il faut, c'est que vous pourriez être une working girl, comme on dit, mais vous avez quand même pris le temps de faire 3 enfants, d'avoir une vie de famille. Et donc, qu'est-ce que votre histoire nous raconte? En quoi elle peut être inspirante pour tout le monde, pour ceux qui ne se voient pas comme des héros? En fait, moi, ce que j'ai envie de projeter, c'est de dire on peut tout faire et on peut tout avoir. Et surtout, une femme, finalement, on n'a pas forcément j'aime pas le mot sacrifice. Il y a eu des difficultés, des dilemmes, des décisions à prendre, des obstacles. Il y a aussi de la douleur et de la souffrance. J'ai été licenciée de mon premier emploi, donc ça c'est une souffrance. J'ai divorcé, donc oui, j'ai eu des moments comme ça, mais pour moi, si je les avais pas eu, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Et ces échecs, ça construit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Dalai Lama. Donc faut s'inspirer de ces gens-là aussi. Les échecs, il faut en tirer des leçons, bien évidemment, mais moi j'ai compris des choses sur moi dans ces difficultés, dans ces échecs. Et ça m'a permis d'aller plus loin après. Bon, j'espère qu'en vous écoutant, je vais comprendre des choses sur moi. Mais merci d'être là. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais je vous ai demandé, pour préparer cet entretien, de m'envoyer des photos de votre histoire, oui. de votre vie. Je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Et si vous voulez bien, je vous laisse parcourir la maison et on se retrouve dans le patio. Ça vous va? D'accord, très bien. À tout de suite, c'est par ici. Je peux prendre mon café? Bien sûr. In plain sight, where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind, we can't do anything, we could be heroes. Ooh. We could be heroes.
plusieurs, là. Là, c'est retour en arrière, vers le futur, vers le passé. C'est quoi l'émotion qui domine? La joie. Je suis contente d'avoir fait tout ça. Je suis fière, je trouve ça... Puis je suis émue. Je suis toujours émue parce que j'ai eu beaucoup de chance de vivre toutes ces choses. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces gens, d'être à leur côté, de vivre avec eux, à leur côté, leur souffrance, leur vie difficile, de réaliser que la mienne était vraiment plus facile que la leur, ça c'est sûr, que j'avais eu beaucoup de chance d'être née dans mon pays, d'être née en France, d'avoir eu accès à l'éducation, d'avoir de l'eau, de l'électricité, des choses évidentes, mais là-bas, c'est pas du tout comme ça, c'est très dur. Donc c'était riche, donc ça me fait plaisir, le plaisir. Donc pour vous, votre histoire, elle dit quoi à qui? Au vu de mon parcours, je dirais que à ceux qui traversent des choses difficiles, à ceux qui ont été licenciés, ce qui est très très dur d'un point de vue personnel, où on se sent comme un moins que rien, à ceux qui ont eu des parents malades, ce qui a été mon cas, à ceux qui ont divorcé et qui ont raté du coup leur première vie de couple, moi j'ai envie de leur dire, prenez ces expériences difficiles comme des tremplins pour la suite. Vous pouvez rebondir, c'est une richesse cet échec. Il est douloureux aujourd'hui, mais si on l'utilise, on construit sa vie sur ça. Cette petite fille, c'est vous donc? Oui. Si par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait eu la possibilité de lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je lui dirais, fais moins attention à ce que pensent les autres. Fais moins attention à ce que pense ton père, à ce que veut ton père de toi ou ta mère de toi. Pense plus à toi, je lui dirais, sans doute. La petite fille que vous êtes va naître dans une famille de fonctionnaires, papa dans la police, maman prof, et pourtant déjà cette petite fille va devoir avoir 3 vies. Pourquoi? J'ai 3 vies parce que mon père, j'ai l'impression, on n'en a jamais parlé, hein, mais je pense que mon père m'a un petit peu élevée comme un garçon. Je pense qu'il avait une envie de transmission. Première vie, qui n'était pas la mienne, parce que j'étais une fille. Et puis, avant moi, il y a eu un bébé qui est décédé après 1 mois. C'était une fille, elle s'appelait Isabelle. Et du coup, j'ai découvert ça assez tard. Hein, mais j'ai le sentiment qu'en fait, je dois vivre aussi sa vie à elle. C'est sans doute pour ça que je suis toujours en boulimie de vie. J'ai sa vie, ma vie, et puis cette vie de garçon. Donc j'avais toutes ces fonctions à remplir. C'était un peu compliqué. Enfant divorcé dans les années 70, vous vous souvenez de quoi comme sensation? D'être différente, un peu, pas une paria, j'irais pas jusque-là, mais en tous les cas, une fille dont la famille n'était pas comme les autres. Et d'ailleurs, en vacances, on partait avec que des femmes divorcées. Ma mère, ma tante qui finalement était divorcée aussi, puis le copine. Donc il y avait trois nanas et puis ils avaient 3 filles. Donc il y avait ce groupe de filles et puis tous les autres avaient l'air d'avoir des familles entre guillemets normales. Et puis nous on a formé une sorte de troupeau un petit peu décalé. À l'école, vous êtes plus grande que les autres. Là aussi, on est différents. Alors je suis non seulement plus grande que toutes les filles, mais je suis plus grande que tous les garçons et ce tout le temps. Du CP, CE1, CE2, tout le temps la plus grande. Donc sur les photos, moi je suis toujours au dernier rang. Je suis toujours celle qu'on ne sait pas où mettre. Et en plus de ça, j'ai un grand front, dont je culpabilise, enfin, je vis mal, je suis moquée, je suis complexée, je suis trop grande, puis je suis la première de la classe, en plus, puisqu'il faut absolument réussir les études parce que ma mère est prof. Et donc, ça, c'est un problème. Quand on est la plus grande, fille de divorcée, avec un grand front, un copain de la classe, on finit par cumuler toutes les différences. On peut pas rentrer dans la masse. On est forcément remarqué quand on entre dans la pièce, remarqué quand on distribue les bulletins scolaires. Donc du coup, cette différence, moi, elle m'embarrassait un peu. Est-ce que vos parents ont déjà des rêves pour vous? Je pense que mon père voulait que je sois ingénieur, donc j'ai quand même réussi à ne pas le faire. On met des barres très très haut, et moi je me sens toujours à courir après ça. J'ai quand même 2 parents qui sont des serviteurs de l'État. Je crois qu'ils n'ont pas toujours bien compris pourquoi j'allais me lancer dans le secteur privé, dans l'entreprise, tout ça. C'était très inconnu pour eux. Et donc, votre premier échec, c'est que vous ratez de très peu la mention « très bien ». Voilà. Donc j'ai vraiment des problèmes fondamentaux. Comment vous Et c'est surtout qu'à l'époque, j'ai mon premier copain qui, lui, a la mention très bien. Et du coup, je suis super énervée parce qu'il va dans la banque qui donnait une prime aux mentions très bien et moi, je l'accompagne et j'ai pas la prime. Et du coup, je suis vexée, en fait, plus que je suis vexée. Mais rien n'arrête Stéphanie.
Elle est brillante, ambitieuse et intègre une grande école de commerce. Son diplôme acquis, la France lui paraît petite. Pour la finance, c'est à Londres que ça se passe. Elle rejoint donc la capitale anglaise où elle sera très vite remarquée et embauchée comme analyste financier. Je rentre dans un monde où c'est pas mon monde. Moi, je viens du 93 avec ma maman. On 93, c'est la banlieue parisienne. Voilà, la banlieue parisienne. Moi, j'achetais les vêtements sur les marchés. Voilà, une vie vraiment ordinaire. Et je suis projetée dans un monde où c'est un peu le domaine de l'argent. Donc, je me sens pas dans mon élément. Mais comme j'apprends à le faire, je me fais un peu caméléon. Donc, au début, je suis emportée dans un tourbillon où c'est super. On nous emmène à New York, où j'étais jamais allée. Enfin, donc ma pression, c'est que je suis dans un tourbillon. Et ça vous intéresse tout de suite? Alors intellectuellement, faut avouer, c'était un métier très enrichissant. Le métier, c'est quoi? Le métier, alors c'est compliqué. Analyste financier? Analyste financier, on va dire ça. Les entreprises ont besoin pour fonctionner de lever de l'argent, d'avoir de l'argent, et ils ont plusieurs moyens. Ils vont à la banque, comme tout le monde, ou bien ils peuvent s'adresser au marché. Et le marché peut leur donner de l'argent sous forme d'actions ou d'autres produits. Et moi, j'aidais les entreprises à aller chercher cet argent-là de cette manière-là. Voilà. Des grosses sommes d'argent? Ah bah oui, c'est des entreprises qui vont lever des millions d'euros, même des milliards parfois. Donc la Téti de Seine-Saint-Denis va se retrouver à devoir gérer des millions et des milliards. Et c'est fou quand on y pense, parce que ça devient complètement virtuel. On se rend plus compte des sommes qu'on manipule. Vous êtes licencié au bout de 2 ans. Pourquoi Oui. et comment vous le vivez? Ah bah c'est parce qu'en fait, j'étais pas du tout j'étais un peu une rebelle par rapport au système. C'était vraiment beaucoup de travail, mais on me demandait des tâches qui m'intéressaient pas. Et puis je trouvais que les gens qui étaient au-dessus de moi disaient parfois des bêtises, et au lieu de dire rien du tout, ce qui aurait été beaucoup plus malin, je leur disais mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Donc on me regardait en me disant qui c'est celle-là. Donc ça a été assez mal perçu. Donc du coup, étant pas très content avec mon équipe, j'ai fait un pas de côté, je suis allée dans une autre équipe, mais de manière comme ça, informelle, sans demander à personne. Et je suis allée sur une autre équipe. Ah, ça c'était intéressant, j'entendais bien avec eux. Sauf que est venu le moment où ils ont licencié 20% de tout le monde, et ils se sont dit mais elle, de toute façon elle nous sert à rien, elle est partie ailleurs, hop, j'ai été licenciée. Puis j'ai été licenciée à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire à 9h on entend une rumeur, à 11h on sait que peut-être ça va toucher des gens de mon niveau, très junior, à 13h on sait que ça va être dans mon équipe, à 14h le chef à qui j'ai jamais parlé vient me dire venez voir, on met dans un bureau totalement transparent où tout le monde peut voir, et là il m'explique que dans 5 minutes il va falloir que je parte. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, précis? Ah, j'ai honte. Je crois que quand on est licencié, il y a peut-être des gens qui ont vécu ça, le sentiment qui me domine, c'était de la honte. C'était d'être humilié, c'était de plus rien valoir. C'est vraiment une maltraitance, quelque part, quand on est licencié. On se sent tellement moins que rien. Et cette sensation, elle est difficile parce qu'elle est fausse. Ça ne change rien à la valeur. C'est juste qu'à ce moment-là, cette entreprise n'a plus besoin de vous. Ça ne remet pas en cause vos qualités personnelles. Mais on ne pense pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans les heures qui suivent? Moi, je suis allée me coucher. J'ai dormi Pendant combien de temps? Non, mais j'étais au fond de mon lit, véritablement, pendant 3 jours. Puis voir personne, parce que la honte, c'est les autres qui la projettent. Moi, j'avais honte de parler à ma mère. J'avais fait des belles études et finalement, j'étais licenciée. C'était honteux. Je me suis arrêtée, je me suis posée et je me suis dit, bon, j'ai fait ces études, j'ai fait ce métier, mais c'est ça que je veux faire vraiment moi? Ou est-ce que c'est ce que mon père voulait que je fasse, ou c'est ce que ma mère voulait, ou mes profs, ou tous les autres? Et finalement, je me suis dit, bon, peut-être, je ne sais pas ce que je veux faire toute ma vie, mais une chose est sûre, c'est que j'en ai pas fini avec la banque d'affaires. C'était intéressant, bon, faut avouer que j'étais bien payée, donc c'était intéressant pour moi de me dire, je mets de côté de l'argent pour ensuite être libre. Cet échec ressemble à une bonne chose pour Stéphanie. À 25 ans, elle ne veut plus être la victime du système qui l'a façonnée, elle a un plan. Elle veut sa revanche et en seulement 3 semaines, elle retrouve du travail. Donc j'y retourne, mais l'état d'esprit est totalement différent. J'y vais en me disant, très bien, le système m'a eu, moi j'aurai le système. Parce que ce qui est fou, c'est que votre vraie nature, évidemment, c'est que voilà, c'est l'humanitaire, c'est de changer le monde. Et pourtant, vous allez passer pas mal d'années dans ce métier avec une vie qui ressemble à quoi? Alors c'est une vie, au début je vis dans un bel appartement, j'ai une belle voiture, j'achète beaucoup de vêtements, beaucoup trop souvent. J'ai des copains, on vit tous en expatrié à Londres, on a cette vie, on est tous ensemble, tous pareils, donc on voit pas qu'on est hors sol. Donc je vais au travail, intellectuellement c'est vraiment super intéressant, je rencontre les gens les plus intelligents, brillants de toute ma vie.
faut avouer. Donc c'est agréable, ça. Mais au de service de manipuler quoi les ils sont, ces gens concepts. intelligents? Alors, au départ, les On est marchés... dans la finance, on a un cliché dans la tête. Mais hein. bien sûr, on se dit, ces gens qui gagnent trop d'argent, qui servent à rien, et voire foutent en l'air tout le reste. Mais en fait, non, au départ, la finance, c'est utile aux entreprises, c'est utile à la société, c'est essentiel. Dans la bouche de quelqu'un qui a fait de l'humanitaire, c'est intéressant. Mais ça l'est toujours. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on fait en Afrique? On fait du microcrédit, par exemple. Mais c'est quoi? Mais c'est de la finance, c'est à une autre échelle. Quand une femme en Afrique veut monter son petit business de seaux, de gâteaux, elle va s'adresser à quelqu'un qui lui donne de l'argent. Donc il se trouve qu'elle a quelqu'un à côté. Mais imaginez qu'elle n'ait personne à côté. Eh bien, elle veut s'adresser à quelqu'un qui est très, 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 très loin et qui a de l'argent. Eh bien, le marché est là pour faire l'intermédiaire. C'est ça, le marché. Mais on a l'impression que ça a perdu du sens aujourd'hui. Est-ce que vous, votre vie a du sens à ce moment-là? Ce que je fais véritablement, heureusement, c'était des produits qui servaient à réduire le risque de mes clients. Donc, j'étais pas dans des produits toxiques. Mais les gens à côté de moi, juste à côté, ils étaient dans ces produits-là. Toxique. Un produit toxique, c'est un produit où, par exemple, aujourd'hui, je veux gagner beaucoup d'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, on vous dit très bien, prenez, achetez ce produit comme on achète n'importe quoi, et avec ça, vous gagnerez beaucoup d'argent. Sauf que, on vous dit pas forcément que vous pouvez en perdre énormément aussi. C'est ça, les produits toxiques. Donc quand vous dites, le système à un moment donné m'a eu, j'étais très jeune, et je veux avoir le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous le dire sincèrement, j'ai été surpayée pendant des années par rapport à ma contribution. C'était un filon quelque part. Je suis honnête aujourd'hui en me disant que j'en ai profité parce que je savais que je voulais faire d'autres choses après et que j'avais besoin de cet argent-là. Ça veut dire Donc, c'est ça, j'étais acheter sa surpayée. liberté. Oui, C'est contribuer au système, même Oui. si on cautionne pas tout, voilà, pour avoir de l'argent, pour pouvoir être libre de faire vraiment ce qu'on veut. c'est ça. Pendant 8 ans, Stéphanie joue le jeu. Elle excelle dans cet exercice et finit par devenir la vice-présidente d'une des plus grandes banques de Londres. Elle y rencontre l'amour et se marie. Tout semble parfait, mais est-ce réellement le bonheur? Mais arrive un moment par la suite où je pense que ma véritable identité, qui je suis, ne collait plus avec ça. Ni avec mon métier, ni avec mon mari, ni avec le lieu dans lequel je vivais. Qu'est-ce qui fait basculer les choses? Ben là, il m'arrive 3 choses difficiles au même moment. Je divorce. Ma mère a un cancer du sein dont elle s'est remise, Dieu merci, mais tout à coup je me dis que ma mère, avec qui j'ai quand même vécu à 2, va peut-être disparaître. Et dans mon métier, ça va plus du tout. C'est-à-dire je supporte plus d'aller au travail. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je supporte plus d'être dans ce milieu d'argent où il y a que l'argent. Je supporte plus trop mes collègues. J'ai plus les mêmes branchements qu'eux. Et puis il se trouve qu'en plus de ça, ce que je faisais moi, c'était plus tellement porteur à ce moment-là. Et du coup, tout ça arrive en même temps. C'est très violent. C'est très dur. Je pense que j'ai vécu une dépression sans véritablement m'en rendre compte. Je l'ai géré un peu toute seule. Et je vais en Thaïlande méditer avec les moines bouddhistes à 5h du matin. Non, mais vraiment, c'est la zénitude. J'ai jamais fait ça de ma vie avant. Et du coup, cette distance, c'est bien des fois de s'éloigner pour regarder où on en est. Et surtout, j'avais quand même le sentiment de ma vie, c'était un château de cartes. Tout ce que j'avais fait avant, ça servait à rien. Je m'étais trompée de travail, je m'étais trompée de mari. Et puis, avec cette distance, je me dis, mais non. C'est mon chemin, c'est ces aventures et ces histoires et ces échecs. Et la deuxième fois, après mon licenciement, je me dis, mais qu'est-ce que je veux, moi? Ben, je veux plus ce métier. Bon, je veux plus ce mari et je veux plus vivre de cette manière-là. Donc ça, je veux plus. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux du nouveau. À 32 ans, Stéphanie quitte Londres, son confort et surtout la haute finance. Elle retourne chez sa mère et reprend des études pour devenir photographe. Je me dis, tiens, la photo, c'est beau, c'est artistique. Je ne suis pas une artiste du tout. C'est humain. J'étais dans un milieu très déshumanisé. Je ne sais pas du tout que si ça va marcher, ça me plaît. Ma famille ne comprend pas. Ma famille ne comprend pas. Ma mère, encore, et même peut-être plus loin, c'était tout ça pour ça. Parce que pour eux, c'est des briques. On met des briques et puis on monte une maison. Et là, je dis, elle n'est même pas finie à la maison que je suis en train de déménager. Donc, ils se disent, pourquoi? Faire de la photo, c'est une chose. Mais vous pourriez faire de la photo de mode dans des studios à New York. J'en ai fait. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous retrouver au Darfour, donc un point du globe où il y a beaucoup de souffrance. Alors en fait, je fais de la photo, je rencontre mon mari actuel, qui est très malheureux aussi dans son travail. Tous les soirs, il rentre en me disant genre ça va pas, j'aime pas, etc. Je dis bon, ça suffit, partons en mission humanitaire. Pourquoi? Ça sort d'où?
Alors ça sort de ce qu'on se dit. Moi j'étais dans une école quand même catholique où on faisait beaucoup de choses pour les Africains, les Polonais, des lunettes, des paquets, etc. Donc il y avait cette graine-là de se dire il faut aider les autres, c'est bien. Et on n'a pas le profil, donc on va voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tsunami en décembre 2004 et tous les humanitaires étaient mobilisés sur cette crise. Toutes les autres crises du monde ont été délaissées faute de ressources humaines. Donc ils ont pris des risques, ils ont embauché des gens comme moi. Et je me suis retrouvée au Darfour avec mon mari. Mais alors, franchement, quand ils m'ont annoncé la destination, je me suis dit, mais ils sont fous. C'est une des crises les plus dures. Donc, j'ai demandé ce qui leur traversait. Un danger réel et beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais la souffrance, quand on l'a à côté de soi, c'est pas pareil que quand on la voit à la télévision. Moi, j'ai rencontré des gens. J'ai pas rencontré de la souffrance ou de la misère. J'ai rencontré des êtres humains. J'ai rencontré mes frères humains, mes semblables, des mères, des enfants, des vieillards, des sages. Moi, je suis allée à la rencontre des autres. Ils sont parfois dans des situations très dures. J'ai vu des enfants mourir ou sur le point de mourir, faute d'aliments, donc mourir de faim. Now I see that I could not hold you. My orange tree lay in the darkened. Quand on regarde ça à la télévision, on se sent impuissant, mais pas quand on est là-bas. On se sent aussi impuissant, même parce que le problème, il nous dépasse. C'est des problèmes de guerre, de conflit, où ça nous dépasse, on subit ça. Mais on n'est pas impuissant parce qu'on est au moins, à minima, on est aux côtés des gens et on sauve plein d'enfants. Plein. On en sauve 90% une fois qu'ils ont atteint le centre. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui n'atteignent pas le centre et qui sont dans leur village éloigné, etc. Donc on est face à quelque chose de très grand qui nous frustre, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et en même temps, on comprend que les gens avec qui on le fait sont des gens qui, en fait, ont une conception de la vie un peu différente. C'est-à-dire ? Eux, ils prennent la vie comme elle vient, avec son lot de souffrances, et ils transforment ça en quelque chose, ils transcendent, ils dépassent. C'est la vie qui va dominer. Par exemple, dans un camp, quand je suis arrivée au Soudan, à El Fasher, je suis rentrée dans un camp, j'étais un peu fébrile, je me suis dit, je vais voir des choses atroces, ça va être très dur pour moi. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des enfants rigoler, courir, jouer, vivre. En fait, j'ai pas vu des gens mourants, j'ai vu des gens vivants. Je me suis dit, c'est quand même fou. 2 ans de guerre civile, ils sont dans des camps, ils ont rien, et ils vivent. Et non seulement ils vivent, mais ils se marient, ils font des fêtes. Quand je suis reçue avec rien du tout, je bois le thé avec eux, on discute. Ces gens-là m'ont donné une leçon de vie. Who am I, darling, to you? Who am I to tell you stories of mine? Donc l'humanitaire, ça va devenir votre nouvelle vie, vous êtes à votre place? Ah oui, ça c'est vrai ce que vous dites. Je me suis trouvée à ma place. Et ça faisait... En fait, j'avais jamais connu cette sensation. Ce décalage d'être trop grande, le bande d'affaires qui est pas moi. Là, bizarrement, j'étais à ma place, oui. Et vous faites du management, ça veut dire quoi dans l'humanitaire? Ça veut dire que là où j'étais, au Nord Darfour, il y avait une quinzaine d'expatriés et il y avait 250 personnels nationaux. Et moi, je gère l'ensemble pour faire en sorte que les programmes que l'on mène sont bien menés, sont de qualité, sont ceux qu'on fait pour les gens et que les gens qui nous donnent de l'argent, les bailleurs de fonds, l'Europe, les pays, même aussi les donateurs d'Action contre la faim, on fasse un bon usage de cet argent. Donc on se sent utile? Utile. Et les émotions qui dominent, c'est quoi? Là, un enrichissement. Je me suis enrichie, je me suis remplie. Est-ce qu'il y a de la colère parfois contre la folie des hommes? Est-ce qu'il y a de la frustration parce qu'on est une goutte d'eau dans l'océan? Très souvent. Parce qu'en plus de ça, plein de gens nous mettent des bâtons dans les roues constamment, notamment l'administratif. Parce que même si on est au fin fond de nulle part, il faut quand même obtenir l'autorisation de ci, de ça. De la frustration beaucoup, la colère... Non, moi, je me sens vivre. C'est une sensation qui est difficile à décrire. C'est se sentir vivant. Je suis là-bas, je suis vivante. Stéphanie trouve enfin ce que sera sa nouvelle vie. L'année suivante, elle dirige au Liban une mission humanitaire au sein de l'association Action contre la faim. Elle est heureuse, elle s'est trouvée. À son retour en France, elle décide avec son mari de fonder une famille bien à elle, mais à nouveau, rien ne se passe comme prévu.
Ça a été extrêmement difficile. J'ai souffert, et je souffre encore, de ménopause précoce à 35 ans. Donc en fait, je ne fonctionne plus. La ménopause, pour moi, à cet âge-là, c'est être vieux, inutile, plus une femme. Je remplis plus ma fonction de femme. C'est terrible, en fait, très tôt comme ça. Et on m'a dit, vous n'aurez jamais d'enfant. Bon, alors c'est parce qu'on me dit, vous avez plus avoir d'enfant. J'ai dit, bon, on n'aura pas d'enfant, mais on aura une famille, ça c'est sûr. On aura des enfants d'une autre manière, plein de manières. Alors, on a fait le chemin de l'adoption. En France, on vous dit, Suadin, c'est pas le Mont Blanc, c'est l'Everest. Bon, c'est très dur, hein, l'adoption en France, bon. Et puis, il y a les voies médicales, dont je me fais suivre, on essaie plein de choses, mais c'est un tunnel, la stérilité. C'est extrêmement douloureux. Mais Et quand vous dites douloureux, vous êtes tellement battante qu'il y a des moments de découragement et des moments de tristesse? moi, avoir des enfants, et ça, c'était essentiel. Je voulais avoir des enfants, je veux connaître cette joie. Cette joie d'avoir ce rapport à quelqu'un, cet amour qui n'a rien à voir avec tous les autres amours, ni fraternels, ni amicaux. C'est une autre forme d'amour, je veux la connaître. Et là, on me dit, mon corps, c'est même pas les autres, c'est mon corps, me dit, toi, non. Donc du coup, on avale en fait. Il faut, on respire, on se dit bon c'est comme ça, c'est un état de fait, c'est la situation qu'on me donne. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ça quand même. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais que j'ai de la chance. On est au XXIe siècle. On peut aller à droite, à gauche. Il y a le don d'ovocytes qui m'a permis d'avoir des jumeaux. Il y a l'insémination artificielle qui m'a permis d'avoir mon premier enfant parce que miraculeusement j'ai refonctionné quelque temps et j'ai eu mon premier fils. Donc on a plein de choses. Il faut regarder autour de soi. Une fois qu'on est au fond, il faut lever les yeux, se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a plein de choix. On a de la chance d'être ici en France, j'ai eu plein de choix. Et j'ai réussi, j'ai 3 enfants. J'adore ce sourire. Mais c'est fou, parce que votre corps vous dit non. Votre corps vous dit non. Le destin, alors que vous faites du bien au monde entier, vous prenez soin de tous les enfants du monde qui sont en détresse, et on vous dit, vous n'aurez pas d'enfants. C'est spécial. Il paraît, avant, hein, qu'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était souvent parce qu'elle avait eu une fausse couche ou elle avait perdu un enfant et elle se bloque. Moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai fait un test génétique, j'ai pas de problème génétique. C'était peut-être que j'avais vu trop d'enfants en souffrance et mon corps m'a dit, bon, non. Je vais passer au-delà parce que je sais que mes enfants à moi, ils vont avoir la chance d'être ici, ils vont être en bonne santé et ils vont contribuer au monde comme moi je contribue aussi. And they fly on and on. Stéphanie a trouvé la paix. Sa famille auprès d'elle complète son rêve qui se réalise enfin. Professionnellement, son ambition n'est pas morte à Londres et un nouveau tournant s'offre à elle. Vous avez démarré dans la banque d'affaires, où effectivement le sens a beaucoup disparu, et vous allez vous retrouver président de Action contre la faim. Donc c'est une organisation non gouvernementale, très sérieuse, contrôlée, qui recueille des dons, des subventions, et qui va devoir l'utiliser, donc il doit rendre des comptes, c'est une responsabilité. En fait, je suis rentrée au conseil d'administration parce que c'est vrai qu'il y a une légitimité dans l'humanitaire d'être allée sur le terrain. Donc j'y suis allée plusieurs fois et après je suis allée dans plein d'autres pays, au Libéria, en Éthiopie, en Haïti, au contact des gens, au Yémen, il n'y a pas si longtemps, en Irak, il n'y a pas si longtemps, dans des pays en guerre. Donc j'y vais et je me mets en risque, ça me rend légitime, je pense. Donc je me suis fait élire, je me suis investie, j'ai travaillé, c'était pas facile. L'élection à la présidence, elle a été compliquée, j'ai été élue à une voix, donc quoi, je suis passée à pas grand-chose, mais j'avais un projet, j'avais des idées sur comment faire de l'humanitaire demain. Et vous avez accepté donc de réduire votre train de vie. J'imagine que quand on fait de l'humanitaire, c'est pas comme quand on est dans la banque d'affaires. Ah, c'est sûr. Alors, diminuer par 2 son train de vie, c'est ce que j'ai fait. Hein. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'acheter des vêtements de marge, j'achetais des vêtements moins chers. Qu'au lieu d'aller dans des restos extrêmement chers, j'allais dans des très bons restos, beaucoup moins chers, du quartier, délicieux. C'est autre chose. Donc c'est pour ça, c'est pas un sacrifice. C'est tellement important de réaliser son rêve que ça coûte pas. Ça coûte pas, c'est juste un choix qu'on fait. Est-ce que parmi les obstacles, le fait d'être une femme, c'en était un? Ça a été un obstacle dans la bande d'affaires. C'est un milieu quand même assez masculin. Par exemple? Par exemple, ça c'est une anecdote rigolote. Je vais à une réunion, je suis chargée de négocier les termes d'un contrat. Donc là, on est dans une situation très... J'arrive et j'y suis seule. Et en face de moi, j'ai 4 hommes. Et rien ne se passe. Bon. Il me dit, on attend? Je dis, on attend quoi? On attend vos collègues? Je fais, non, on peut attendre longtemps, hein, parce que non, c'est avec moi que vous allez devoir travailler. Et puis d'ailleurs, je voulais vous parler du point numéro 1, donc là, je suis pas du tout d'accord. Et là, je me suis lancée dans une négociation. Ils pensaient dure. que vous étiez une secrétaire? Oui, j'étais pas celle avec qui ils allaient négocier, c'est pas possible, pas moi. J'étais jeune, femme, non. Parce que être une femme dans le monde, c'est compliqué partout. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et je me suis rendu compte que c'était compliqué partout.
Bah, c'est beaucoup moins compliqué en France qu'ailleurs, déjà, même si c'est déjà assez compliqué. Mais bon, la femme, je peux vous faire l'apologie de la femme, ça, je peux en passer des heures, mais je pense que vous feriez peut-être mieux que moi encore. Mais oui, la femme a une vie très dure, elle a toutes ses fonctions, toutes ses casquettes, elle doit faire les enfants, le ménage, elle travaille dans les champs. Enfin bon, moi, toutes ces femmes-là, leur vie, elle est difficile, hein. Et pourtant, elles ont le sourire, aussi. Bon, vos parents avaient besoin d'être fiers de vous. Vous aviez la vie de 3 enfants, le garçon qui n'avait pas eu, la petite fille qui était décédée avant votre arrivée. Et un jour, vous vous retrouvez à recevoir la Légion d'honneur. Je la reçois au titre d'Action contre la faim et de mon mandat, mais aussi au titre de mon parcours. Et c'est difficile à comprendre pour mes collègues humanitaires que ce ne soit pas uniquement pour Action contre la faim. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est une reconnaissance de tout un chemin qui, pour une femme, est peut-être un peu plus compliqué que pour un homme. Donc je suis extrêmement fière, je me sens totalement illégitime, mais bon, bah, puisqu'on me la donne, je la prends. Et alors, dans quelques jours, dans 5 jours exactement, vous devenez ambassadeur. Alors, je dis ambassadeur parce que quand je dis ambassadrice, on a l'impression que c'est une actrice qui est ambassadrice de l'UNICEF. Non, c'est ambassadeur de France, ambassadrice de France. En Ouganda, vous partez en famille. Oui. C'est une nouvelle responsabilité, un nouveau rôle, dans un autre pays. Pourquoi accepter ? Alors en fait, je l'ai demandé, ce qui dans la diplomatie française ne se fait pas du tout. Pourquoi je l'ai demandé? Parce que j'arrivais au terme d'Action contre la faim, la présidente, j'avais fini mon mandat. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai fonctionné par envie, hein, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Il faut être un peu égoïste dans ces cas-là. Et je me suis dit, de parler à des gens, et puis cette idée est venue. Et en fait, je me suis dit, mais ce serait formidable. Parce que mes enfants vont avoir l'opportunité de partir ailleurs, de découvrir autre chose. Je pense que ça va leur ouvrir l'esprit, d'être en Afrique, qui est un continent que j'aime beaucoup. Et puis, je vais représenter mon pays. Donc, c'est aussi une forme de patriotisme, mais c'est un mot important, le patriotisme. Il est embarqué parfois dans d'autres significations, mais aimer son pays, c'est bien. Et puis, j'emmène toute ma famille dans une aventure. Bon, vous auriez pu être femme d'ambassadeur, vous êtes ambassadrice, et votre mari devient mari de l'ambassadrice. C'est ça. Comment il le vit? Alors lui, ce que j'adore dans mon mari, c'est qu'il est toujours partant. Pour lui, c'est une aventure. Il est dans quel domaine, lui? Alors lui, il est consultant, ce qui veut donc tout dire et rien dire. Donc quand j'explique à mes enfants ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un a un problème et qu'ils veulent quelqu'un de très intelligent pour le résoudre, ils vont voir papa. Donc c'est ça. Dans quel domaine? L'entreprise? Dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine quand même de la fonction publique. Donc il donne du conseil à des mutuelles, des choses comme ça. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'être tenté. Ça sera sans doute extrêmement violent. Mon mari me dit, ça va être l'horreur. Tu vas souffrir. Bon, oui, très certainement. Mais c'est pas grave. Ça se tente. Et puis ça se rate. Et puis ensuite, je ferai autre chose. Vous allez vous arrêter où? Vous voulez devenir présidente de la France? Ah bah pourquoi pas? Ce serait une femme extraordinaire. Je pense pas. Je sais pas si. Sérieusement, dans les yeux, Stéphanie. Oui. Vous en avez rêvé? C'est pas un rêve, j'en ai peut-être, pourquoi pas envie? C'est transmettre, c'est inspirer pour moi à faire de la politique. Qu'est-ce que je dois retenir de votre histoire, de votre témoignage? Mon message, c'est quand même de dire, réalisez vos rêves, même si vous êtes dans des situations d'échec, c'est des chances. Si vous avez des envies, cultivez-les. Et même si vous n'en faites pas votre métier, faites-en votre passe-temps, mais allez chercher cette chose qui vous est propre, qui est votre identité, et faites-la grandir. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Soyez un peu égoïste aussi, mais pas égoïste en se disant que c'est contre les autres. Non, c'est pour soi. C'est cultiver son jardin. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour changer le monde. Voilà. Merci Stéphanie. Merci On va recevoir vos proches, parce que j'ai envie de savoir un petit peu qui vous êtes vraiment. C'est un mystère pour moi. Si tous mes invités comme Stéphanie aujourd'hui sont plus forts que la vie, c'est probablement parce qu'ils ont fait des rencontres grâce auxquelles ils se sont construits ou reconstruits. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Avec les proches de Stéphanie, je vais tenter de mieux comprendre comment on peut surmonter les épreuves. Venez, on va dans le salon. Vous êtes les bienvenus, je vous laisse vous installer. Je vous laisse vous servir. Jus d'orange, jus de fraise, café, thé, infusion au gingembre que je vous conseille. Ah, Alors, c'est vrai que je viens de passer un moment tête-à-tête avec Stéphanie. On vient de se rencontrer. Donc, je ne sais pas comment dire, parce que c'est une femme ordinaire au destin exceptionnel, même si elle a une nature. C'est quand même l'histoire d'une petite fille qui grandit en banlieue, dans un milieu modeste, qui va se retrouver d'un milieu modeste à la finance, d'accord, à très haut niveau, et puis qui va se retrouver dans l'humanitaire, à un très haut niveau,
et qui va se retrouver ambassadrice de France, donc dans quelques jours, en Ouganda. Donc c'est ce qu'on appelle 3 vies en une, un destin incroyable. Elle n'arrête pas de nous dire non, mais tout le monde peut le faire, il faut profiter des moments difficiles, des crises, c'est ça qu'elle essaie de nous transmettre. Et c'est ce que j'apprécie. Et donc, expliquez-nous pourquoi ces personnes sont là et pourquoi vous aviez envie de leur dire merci. Alors j'ai envie de leur dire merci parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Tout ce que j'ai décrit, tout ce que j'ai raconté, on a l'impression que c'est un parcours solitaire, que j'ai fait ça absolument toute seule, mais pas du tout. C'est jamais comme ça que ça se passe. Il faut être soutenu, il faut être entouré. Sinon on n'a pas l'énergie, sinon les moments difficiles, on reste au fond du trou, on n'en sort pas. Donc pour ça, il faut avoir des gens solides, loyaux, fidèles, positifs. Et c'est pour ça que Laetitia est là. Vous êtes connue à l'âge de 20 ans, 24 ans, je crois. C'est ça, c'est ça. On était tout petits, toutes jeunes. Quand on regarde les photos, c'est vrai qu'on se dit ouh. On aurait l'air dit, on n'avait pas grand-chose encore. Voilà, la toute J'avais petite. 12, Et à l'époque, j'étais blonde. Oui, faut il l'imaginer faut comme quand ça. même imaginer, hein, blonde avec un coiffure un peu comme ça. Comment la coiffure, comment Comme ça. On va parler de J'ai fait ça. comme ça, j'ai fait comme ça. Elle avait des rouleaux. Des rouleaux Qu'elle chauffants. mettait toujours- Mais ça, oui, c'est un oui. épisode que je préfère oublier. Je me travaillais toujours avec mes rouleaux Donc chauffants. on va en parler parce que c'est quelqu'un qu'on remarquait tout de suite. Ouais. Bon, et puis le prince charmant, donc. Voilà, donc le deuxième prince charmant, parce que j'ai essayé un premier prince charmant qui ne correspondait pas du tout, qui était donc le plus grand que moi, plus vieux que moi, et puis finalement je me suis dit qu'un plus jeune et plus petit était finalement bien mieux. Donc, c'est l'homme positif, c'est le soutien indéfectible, il s'appelle lui-même le porte-avions de mes aventures, de mes pérégrinations. En même temps, j'espère qu'il lui prend du plaisir aussi dans toutes ces Vous allez peut-être avoir la histoires. réponse dans 5 minutes. J'espère en tous les cas que je suis pas la source de toutes ces souffrances et que je l'emmène avec moi et qu'il en profite aussi. Bon, je veux savoir, puisque vous l'avez connu très jeune, on a la sensation, et j'ai parfois l'impression qu'on peut avoir du mal à s'identifier à Stéphanie, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de moment de fragilité, de vulnérabilité. Oui, Ça fait un beau Elle ne, discours. elle ne le cache pas, hein, elle ne le cache pas, mais on voit bien qu'elle trace, elle trace. Et donc, pour la rendre plus humaine, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Et non pas Superwoman. Alors, Stéphanie a une capacité en fait à réfléchir en mode projet. Donc là, on a l'impression que c'est une ligne. Alors effectivement, il y a des choses extraordinaires, mais voilà, elle avance avec tous ces questionnements. Et donc, de toute façon, elle n'est jamais sûre de rien. Mais au moment où elle a décidé, après, elle y va. Donc, il faut suivre. Donc, il y a des hauts, des bas. Mais c'est forcément, l'énergie va souvent, très souvent de pair avec des baisses de régime. C'est normal. Mhm. Elle est humaine. Oui, c'est important. C'est important. Très important. Et parce que je sens qu'elle a envie de transmettre ça, effectivement, pour qu'on se dise, bah oui, nous aussi, c'est cette idée qu'elle aussi peut avoir des moments de doute, vous les avez vécus, puisque vous êtes amis depuis longtemps. Vous vous Ah rappelez ouais, de quel bien sûr. moment? Il y a eu son premier divorce. Le seul qu'il y aura. j'espère qu'il n'y en aura qu'un quand même. Typiquement, voilà, c'est à un moment donné où finalement tout a l'air génial, ma banque d'affaires, c'est Londres, beaucoup d'argent, des fiestas sur des fiestas sur des fiestas. Et puis là, en fait, ça va pas du tout. Après, c'est pas évident de dire aux gens, je suis malheureuse quand tout a l'air d'aller bien. C'est pas. Voilà. Quand on a du succès, on n'a pas le droit d'être faible. Oui, c'est ça. C'est quoi ton problème? On va pleurer parce Un que peu, t'es banque tu d'affaires, vas que dire, t'es mais non. millionnaire et que t'as un loft à Londres. Voilà. Donc, je pense qu'il faut très bien la connaître pour sous ces aspects extrêmement frivoles et sûrs d'elle, sentir qu'il y a une vraie fragilité. Les enfants. Les C'est notre enfants, preuve de c'est le l'existence, deuxième. oui, c'est ça, c'est avoir envie d'enfant. Et, mais et le puis d'un Darfour, coup, on vous annonce à 35 ans que vous avez, je ne connaissais même pas le terme, hein, une ménopause précoce. Encore une fois, beaucoup pourraient s'effondrer. Et vous vous rappelez d'un moment de... Ah, moi, je me souviens très bien. Déjà, il y avait aussi le retour un peu précipité, entre guillemets. On dit, ah ouais, Oui, parce que c'est au Darfour. C'est au Darfour que qu'elle a j'ai appris. compris ça. En fait, on a des pauses tous les 3 mois. Et au bout de 6 mois, on est rentré. Au bout de 9 mois, on est rentré en France. Et comme je voyais que ça ne fonctionnait pas bien, j'ai vu un médecin et j'ai compris à ce moment-là. Donc ça a été un choc. Ça a été très très dur ce moment-là. Parce que je retournais au Darfour. Je comprenais que le Darfour était peut-être à l'origine de ça. Je me suis dit, le prix à payer de mon aventure, si ça se trouve, c'est la stérilité. Donc ça a été un moment, mais là, vraiment extrêmement dur. Et donc, je pense qu'on s'est... Enfin, tu m'as beaucoup aidé, on s'est beaucoup soutenu Ah, mais mutuellement ouais. sur ça. Bon, Benjamin, vous vous rappelez de la première fois que vous la voyez, qu'elle apparaît dans votre vie? Oui, tout à fait. Je me rappelle très bien. Donc c'était, Mon Dieu. c'était au Ça fait rire, mariage du coup, d'un- oui, au mariage parce qu'elle d'un- était là. au mariage d'un ami commun. Et donc j'étais dans l'église. Donc je connaissais pas du tout. Moi, je l'avais jamais vue. J'avais entendu parler de Stéphanie, mais je savais même pas que c'était d'elle. Et donc je suis dans l'église et je vois cette femme qui passe avec un grand chapeau. C'était la fin de la Il y période. avait la anglaise. coiffure et le chapeau. Elle a le grand chapeau en blanc et bleu. Et donc je la vois et je dis, ça la joue un petit peu quand même avec son grand chapeau à ce mariage. Je sais pas c'est qui. À ma donc, décharge, j'habitais en Angleterre, pays des chapeaux. Voilà. Ne vous justifiez pas. Bien du pays des J'essaye. chapeaux.
Et donc le mariage se passe, on ne se voit pas à ce mariage. Mais le lendemain, retour de mariage, j'avais pas de voiture. Et Stéphanie était là, avait une voiture, et donc se propose de me ramener. Et donc pendant quelques kilomètres, on discute, on échange. Et, Donc est-ce qu'on est comme dans un film américain, c'est voilà, pendant ce trajet, coup de foudre, ou est-ce que ça se passe un peu plus tard? c'est pas vraiment le coup de foudre tout de suite. Ah, on est intrigués. On est intrigué. On est intrigué. Alors, Qui Bah, c'est ça, hein? par cette femme que je rencontre qui a quand même un parcours déjà pas banal. Hein. Je finis la banque d'affaires, j'habitais à Londres, je m'installe à Paris, je vais faire de la photo, je commence une école de photo. Voilà, c'était déjà un changement de vie intéressant. Et moi, je tombe sur quelqu'un qui me dit j'ai fait la route de la soie, je suis allé en Afghanistan du temps des talibans. Alors je me l'imagine avec un turban, la barbe, le sable. Commandant Je Massoud. dis c'est un aventurier. J'adore les aventuriers. Laurence d'Arabie, oui, je sais pas si c'est ça, mais bon, enfin, en tout cas, c'est peut-être une vision un peu fantasmatique. Taliban, Afghanistan, route de la soie. Waouh, je trouve ça décoiffant. Alors juste après, on arrive à l'endroit où il y a le déjeuner, puis là il y a ce moment un peu bizarre où on venait de passer du temps en voiture, elle m'avait ramené et je lui dis je vais pas dire au revoir, salut, donc je viens m'asseoir à la table pour déjeuner quoi. Et je lui dis qu'est-ce qu'il fait là? Moi je vais déjeuner avec ma copine Laetitia qui était là. Et il vient faire là lui, c'est pas parce qu'on a discuté 5 minutes en voiture, il faut s'imaginer qu'on va passer du temps. Voilà. Et donc tous les deux un petit peu empruntés, et puis bon voilà, finalement on se sépare et on se retrouve quelques mois plus tard à une autre fête. En fait, on se croise, j'arrive, toi tu partais. Moi, je faisais 2 soirées. Voilà. Donc j'allais à une autre soirée. Et elle me dit faut qu'on se revoie. Rappelle-toi mon adresse email. Elle me donne son adresse email. Alors, inutile de dire que Elle vous demande de la retenir. Elle me demande de la retenir. Évidemment, je venais d'arriver à la soirée. Je suis parti 4 heures plus tard après avoir un petit peu bu. Donc j'ai totalement oublié son adresse email. Non. Moi, je me dis mais je lui donne mon adresse email et il m'écrit même pas. Voilà. Et donc et c'est toi qui la retrouves. Non, en fait, après, j'envoie les photos que j'ai prises pendant la soirée où tu l'envoies et du coup, l'email, il finit par le trouver et il m'invite à dîner. Et c'est le jour, ce dîner, il m'invite le jour où j'étais en relooking. Ça veut faire. Relooking. Ouais, donc je me coupe les cheveux très très courts ce jour-là. J'arrive avec un grand manteau en cuir, des bottes limite cuissardes, une mini-jupe et plein de sacs. Et j'arrive dans ce resto et lui il se dit mais et je le vois qu'est-ce que c'est de ça? Et j'arrive avec mes sacs. Vous vous dites quoi dans votre tête? Et là, je me dis waouh. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah oui, quand même. Surtout que moi, je devais avoir mon pauvre pull, mes lunettes en écaille, je ressemblais à rien. Ah, je l'ai relooké, hein, ça, il y avait du boulot. Hein. Et donc, Mais waouh, ça veut dire quoi? Vous vous dites quoi? Ah, je me dis, c'est une nana qui quoi? je sais pas, qui a de la classe, voilà, c'est ça. C'est tout, c'est tout ce que tu dis? Ah non, mais j'étais assez Ouais, me non. remettre dans la situation, ouais, C'est tout, j'ai de la classe, c'est tout. Non, grande classe. Ça. Et ce qui est fascinant, c'est que vous allez vous rencontrer un moment très particulier de votre vie, puisqu'au fond, elle va vous aider à réaliser votre rêve, qui va être le sien, et là où elle va trouver sa place dans ce monde, puisque vous allez vous retrouver au Darfour ensemble. Voilà, tout à fait. Alors en fait, le premier jour, on était vraiment ensemble. Oui, le premier jour. On parle un peu occidentalement dans la conversation. Donc, toi, tu me dis, j'aimerais bien un jour partir en mission militaire. Et je dis, c'est marrant, moi aussi. Et là, il me dit un truc incroyable, très prometteur. Donc, on vient quand même de passer la nuit ensemble pour être assez... on est vraiment ensemble à ce moment-là. Et là, il me dit, oui, mais enfin bon, une mission militaire, c'est un truc qui se fait tout seul. Voilà. Je dis, d'accord, donc donc tu vas partir mission militaire, visiblement, seul. Et moi aussi, seul. On va faire ça, Si on va veut le faire ça vraiment. tout seul. Voilà. Bon. Bon, finalement, vous y êtes allés ensemble. Non, mais c'est bien là. Et l'un et l'autre, vous avez découvert ça, on en a parlé, à la fois la douleur et la souffrance. On peut se sentir impuissant, mais on est en train d'agir. Et comment ça se vit justement en couple? Parce que ça pourrait être une turbulence. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça rapproche? Alors, c'est vrai que passer 1 an en mission militaire ensemble, en l'occurrence au Darfour, qui n'était pas une mission très simple, c'est un peu si ça passe ou ça casse. Quoi. Soit ça va vraiment mal se passer et la proximité qui fait qu'on travaille ensemble, on vit ensemble. Dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Mais dans des conditions particulièrement difficiles. Avec un couvre-feu quand même. Voilà, un couvre-feu, on n'a pas beaucoup de choses à faire à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de son intérêt. Et donc il vaut mieux être complice. Etc. Il vaut mieux que on s'entende bien. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an de cette aventure, qui a été très forte à tout point de vue, émotionnel, personnel, professionnel, ça contribue à forger une histoire commune qui n'est pas évidente, même pour des couples plus... Voilà, pas évident non plus de fonder une famille, puisque Stéphanie le dit, à un moment donné, son corps dit non. Certains s'arrêteraient là. Pas elle. Pas Stéphanie, Stéphanie ne s'arrête pas là. Dis-toi. Non, mais nous, voilà, c'est sûr. Moi, je lui ai dit, quitte-moi, va faire des enfants avec une autre femme. Je ne suis pas une femme.
Oui, puis on a tout de suite envisagé toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on est assez vite passé dans un mode où on s'est dit, si on ne peut pas avoir d'enfant biologiquement, on va en adopter. Et on est très vite rentré dans ce processus. En fait, on n'a pas attendu des années à essayer, ça marche. Et c'est d'ailleurs sans doute ça qui a aussi contribué à peut-être débloquer les choses, c'est qu'on était... Tout de suite dans l'action. On était presque passé à autre chose pour fonder une famille. Bon, en face de moi, j'ai donc une dame qui était, je dis dame, ça fait bizarre, hein. Une jeune fille, je pensais à cette jeune fille, en fait, moi, encore une fois, qui vient d'un milieu modeste, qui va se retrouver dans le milieu d'affaires, en fait, la banque, à un très haut niveau, qui va se retrouver présidente d'Action contre la faim, qui va être ambassadrice dans quelques jours. Comment fait-elle pour être une maman? Alors, c'est une maman qui est très protectrice, hein, un côté un peu louve. Oh. Et puis c'est aussi une maman qui aime qu'on fasse des choses ensemble, qu'on parte faire des voyages, qu'on parte faire des week-ends, qu'on passe un temps ensemble où tout le monde prend du plaisir à découvrir quelque chose, à faire une activité. Donc Stéphanie organise beaucoup de choses. De manière générale, Stéphanie organise beaucoup de choses. De manière générale, Stéphanie organise beaucoup de choses. Non, pas tout, mais beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai que en plus ça, plus le petit côté coup de folie, on va faire un truc, tiens, on va faire ça. Et je veux dire, oula, c'est bon, attention, ça va pas être forcément compatible avec tout le reste qu'on a à faire, mais on y va. Et voilà. Donc. C'est quoi ce trait de caractère? Parce qu'on sent de l'admiration. Il paraît que pour aimer, il faut admirer. C'est quoi ce trait de caractère que vous admirez? Oh bah il y en a plusieurs. Stéphanie est une personne complexe, mais c'est vrai qu'il y a le côté, il y a une certaine impulsivité et puis une énergie pour faire des choses, pour essayer des nouvelles choses. Stéphanie, tu ne te complais pas dans la routine, dans la monotonie. Voilà, il faut que les choses changent, bougent. Voilà, on déménage, on part en Afrique. Et ça tombe bien, je suis assez raccord avec cette façon de faire, mais c'est vrai qu'on est assez complémentaires. Et là, par exemple, vous êtes en train de quitter un boulot pour la suivre. Voilà, alors j'ai de la chance, je m'entends très bien avec les gens avec qui je travaille, donc je ne quitte pas complètement, et donc je vais garder un petit peu un lien, et c'est tant mieux. Mais effectivement, je préfère vivre cette expérience qui est super forte pour nous, pour nos enfants, pour leur faire découvrir le monde. Le mari de l'ambassadrice, ça vous va? Oui, je préfère vivre cette expérience et qu'on la vive tous ensemble et qu'on découvre, qu'on vive des choses un peu folles, plutôt que de me dire je suis sur une carrière, on va faire ça. Je n'ai pas des ambitions de carrière débordantes. Ou si je trouve, voilà, si je trouve des opportunités, tant mieux. Et puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera mon tour d'avoir un truc, une opportunité qui va s'ouvrir. Et puis on verra à ce moment-là comment faire. Elle m'a fait une révélation tout à l'heure. Je ne sais pas si vous lui avez dit ce que vous m'avez dit dans le patio. J'en dis pas plus. Parce que bon, elle va pas s'arrêter là, vous l'avez compris. D'accord. Donc elle a fait une révélation tout à l'heure. Comment vous expliquez cette soif? Comment vous expliquez ça? Je pense que Stéphanie a une puissance de vivre au-dessus de la moyenne. Alors, c'est dur à suivre. Je ne sais pas si, effectivement, son papa est parti très tôt. Est-ce que, voilà, en forme de reconnaissance, il y a un background quand même. Voilà, il y a toute une histoire. C'est une recherche d'amour, recherche de reconnaissance, plein de moteurs derrière. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle l'a transformé en quelque chose d'extrêmement positif pour les autres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut apprendre de Stéphanie? Finalement, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre existence? Alors, beaucoup de choses. Oui, non, mais nos vies sont très liées au jour le jour. Moi, ce que j'apprends beaucoup, j'ai une particularité de Stéphanie, c'est qu'elle est soluble dans tous les milieux. Ça, c'est extraordinaire. Franchement, je connais pas beaucoup de monde. N'importe où, je disais il n'y a pas très longtemps, mais il nous manque quelqu'un à manger. On va inviter Steph et Benji. Mais ça marche. Steph, on la met, elle connaît pas, c'est pas grave. Quelqu'un, peu importe, elle s'adapte. Et ça, c'est une énorme richesse. Moi, je trouve cette bienveillance au monde, cette ouverture. Elle va s'intéresser aux autres, c'est ça? Elle va s'intéresser aux autres. Alors moi, Benjamin, je la soupçonne de vouloir être présidente de ce pays et elle n'a pas dit non. Elle vous l'avait dit? Elle vous l'avait dit? Non, mais je la connais. Benjamin dans les yeux. Quand elle a commencé... Non, elle m'a pas dit qu'elle voulait être présidente, mais... Elle ne l'a pas dit comme ça? Non, mais je pense pour elle. Ah bah alors. Non, mais quand elle est arrivée au conseil d'administration chez Action contre la faim, je lui ai dit, tu finiras président d'Action contre la faim. Elle m'a dit, oh là, non, mais pas du tout. Pour revivre caché, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, puis quelques 6 ans après, elle était présidente d'Action contre la faim. Donc voilà, après, oui, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais tout est possible. Je sais que tout est possible. Mais par contre, c'est quelqu'un qui d'abord, qui a une forme d'authenticité, qui accepte une part d'utopie aussi. Quand on veut changer le monde, c'est important de l'imaginer d'abord. Or, la politique, c'est un univers cynique, extrêmement violent, où tous les coups sont permis, où il n'y a plus beaucoup d'humanité, et c'est des gens qui s'agitent et qui ne savent pas trop bien comment faire. Comment vous la voyez là-dedans?
C'est peut-être, on est peut-être aussi à un moment intéressant d'histoire politique où justement, c'est bien de dire qu'on en a assez, mais un jour il va falloir s'intéresser aux gens qui sont pas des profils. Il faudra voter pour ma femme. Et qui est, voilà. Et non mais voilà, s'intéresser aux gens qui ont quelque chose à dire d'un peu différent, quoi. Donc oui, c'est sûr que Stéphanie, dans le monde politique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, c'est pas évident. Ce serait un peu compliqué. Et puis Elle est un peu franche. Voilà, ce serait un peu dur et puis tu serais malheureuse. Voilà. Mais en revanche, peut-être que voilà, si les choses changent un peu d'une certaine manière, qu'on commence à voir arriver un certain nombre de nouvelles têtes, etc., qui fonctionnent différemment, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, je te connais, il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut aussi provoquer les choses. Et donc, c'est au moins en essayant et en apportant peut-être des messages un peu différents qu'on peut aussi accélérer ce mouvement. Bon, est-ce que finalement tout ce que vous venez d'entendre vous convient? Parce qu'il ne vous faut pas de cadeaux. Il y avait des grandes coiffures, des grands chapeaux, il fallait qu'on me regarde. Elle est très drôle, on n'a pas dit ça non plus. Hein. On n'a pas dit ça. Ne vous inquiétez pas, on a compris. Ça, c'est important pour moi. J'aime bien, effectivement. Non, mais pas. J'aime bien faire rire. Et en général, alors, je suis mon meilleur public. Hein. Donc, je commence par rire à mes propres blagues, qui je trouve très, très drôles. Et puis après, c'est vrai, ça, c'est un plaisir. J'ai dit une fois, si on veut me faire le plus beau compliment, c'est de me dire que je suis drôle. Et on me le dit pas souvent, parce que je pense pas être une humoriste vraiment aguerrie. Mais ça, c'est un grand moment de plaisir, quand même, de faire rire quelqu'un. Bon. Merci en tout cas. Merci de me présenter des gens qui comptent pour vous. Je voudrais à mon tour vous présenter des personnes qui comptent beaucoup pour moi et qui sont comme vous, très connectés au monde dans lequel on vit et qui sont assez en colère contre les inégalités, les injustices et qui s'intéressent finalement à ceux qui trouvent des idées et des idées qui marchent. Ils vont vous parler de quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Je peux pas vous en dire plus. Je vais voir où ils en sont. D'accord? Et parce qu'ils sont en train de préparer à déjeuner. Je vous laisse un petit moment entre vous. On se retrouve tout de suite. Ça vous va? Ah, c'est bon, hein? À tout de suite. Mais toi, t'as le droit d'aller un peu plus vite, là. Parce que là, c'est pour aller en dessous des dents un peu plus, là, comme ça. Oui, mais t'es marrant, toi. Je veux pas faire. Salut, ça va? Pas faire trop de. Bon, je suis excité. Je vous explique, je suis excité. Il nous dit ça comme ça, le mec. Alors, j'ai dit à mes invités qu'on allait leur donner la chair de poule, qu'ils allaient se souvenir du moment qu'on va passer ensemble toute leur vie. On se disait, tu nous auras tout fait faire. Ah bah oui, moi, c'est... Mais c'est ça l'amitié, c'est faire des trucs que t'as pas forcément envie de C'est faire. avoir du temps libre. Oh, pas que. On a décidé de parler de ce film, Les Pépites, qui est sorti aujourd'hui, l'histoire de ce couple de retraités qui ont changé le monde puisqu'ils ont vu des enfants dans une décharge et en train de vivre l'enfer sur Terre. Et au lieu d'être impuissants, ils ont décidé de faire des choses. Aujourd'hui, ils ont sauvé 10 000 enfants. Et donc maintenant, moi j'ai vu le film, j'étais pas avec vous, ça m'a donné la chair de poule, ça m'a bouleversé, ça me donne foi en l'humanité. Tu l'as vu? C'est une histoire de puissance et de douceur, cette histoire. Ça montre les forces de vie qui émergent au milieu des logiques de mort. Donc c'est juste bouleversant. Bon, nos invités sont sur le point d'arriver. Bon, je suis impatient de parler de ce film, Les Pépites, qui sort aujourd'hui, à mes invités, parce que je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi fort, en fait. À tout de suite. À tout de suite. Super bon, ça. Three little birds